précédente, dans laquelle nous présentions ce démonstrateur, nous avons illustré comment, en plaçant un certain nombre de petites billes dans une cavité soumise à une vibration contrôlée, on pouvait observer des propriétés de type thermodynamique comme la masse volumique, la pression ou la température. Cette analogie nous a permis de comprendre un peu plus visuellement le sens de ces différentes propriétés thermodynamiques, puisqu'on les applique ici à des objets que l'on peut voir. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller regarder la vidéo correspondante. Et nous avons développé un cas, c'était l'exemple de l'équivalent granulaire d'un gaz parfait, c'est-à-dire un ensemble de constituants, ici des billes, qui s'agitent en tous sens sans jamais interagir les uns avec les autres. Évidemment, si on veut essayer d'explorer des comportements un peu plus riches, il va falloir dépasser cette limite, c'est-à-dire rajouter des billes, jusqu'à ce que la fréquence des chocs bille à bille soit assez grande pour modifier de manière significative le comportement global du système. Et c'est donc ce que nous allons faire ici. Nous allons donc prendre notre cavité, garder le même type d'éléments, c'est-à-dire ces petites billes corail, et on va examiner ce qui va se passer lorsque l'on va rajouter de plus en plus de billes, exactement de la manière où, dans un système thermodynamique, on pourrait avoir une cavité fermée que l'on remplit avec de plus en plus de molécules d'un corps que l'on cherche à étudier. Comme dans la vidéo précédente, nous allons introduire dans le système une bille de couleurs différentes que nous pourrons facilement suivre du regard dans la vidéo. J'ai placé dans cette cavité 7 billes, elles sont en plastique, donc les chocs bille à bille seront fortement inélastiques, et à nouveau, beaucoup de chocs inélastiques, ça voudra dire des billes qui auront tendance à se rapprocher. Pour le moment, on est donc dans une situation où les chocs entre billes vont être très rares à cause du grand espace disponible face au petit nombre de billes, donc le comportement d'inélasticité des chocs ne devrait avoir aucune influence sur le système. On devrait observer, comme dans la vidéo précédente, un système qui ressemble à un gaz parfait. Nous avons ici cette bille, eh bien, augmentons la masse volumique du système en rajoutant des billes, par exemple en montant jusqu'à 20 billes. Nous avons ici 20 billes donc, et je ne vais pas modifier la puissance transmise au moteur de manière à avoir la même intensité d'agitation. La seule différence entre 7 billes et 20 billes, ça va être évidemment la plus grande probabilité de choc d'une bille à l'autre. Examinons ce que cela donne. À ce niveau d'excitation, on n'observe pas réellement de structure globale en train de se former. On a toujours quelque chose qui ressemble à un gaz parfait, si ce n'est tout de même que vous aurez observé que la fréquence des chocs, cette fois-ci, devient importante. Donc, on a probablement quelque chose qui ressemble à un gaz dense, dans lequel les interactions entre particules, entre molécules, entre billes ici, commencent à avoir un impact sur le comportement global. Donc on n'aura probablement pas ici une pression directement proportionnelle au nombre de billes, comme on l'avait dans le cas du gaz parfait, mais pour autant, on est toujours dans un système qui n'a pas de structure, et donc un système qui reste un système gazeux. Mais on peut tout de même remarquer qu'il existe des zones dans la cavité où les billes, parfois, ont tendance à rester un peu plus longtemps qu'ailleurs. Ce qui explique ça, eh bien, très probablement, c'est que l'intensité d'excitation, l'intensité d'oscillation n'est pas la même partout dans la cavité, car la cavité elle-même réagit selon ses propres modes de vibration, et même si elle adopte un mouvement de vibration global, eh bien, très certainement, il y a des zones où
l'amplitude de vibration est plus ou moins forte. Lorsque le nombre de billes est suffisant et que les chocs sont très nombreux, eh bien, on peut ralentir certaines billes suffisamment pour que, à l'endroit où la cavité vibre un tout petit peu moins, on commence à observer des petites accumulations. Donc on sent qu'on est à peu près à la frontière d'un régime où la fréquence des chocs va finir par permettre à des groupes de billes de rester proches l'une de l'autre pendant des temps de plus en plus longs. Alors, on l'a dit tout à l'heure, augmenter la fréquence des chocs, ça peut se faire en augmentant le nombre de billes, en augmentant la masse volumique. Ici, on va procéder un petit peu différemment pour l'essai suivant. On va procéder simplement en abaissant l'agitation, en abaissant la température. Si j'ai deux billes qui subissent un choc et qui restent dans un proche voisinage à la suite de ce choc, avec une agitation moins forte, une température donc plus faible, j'aurai d'autant moins de chances qu'une troisième bille ou que l'excitation globale de la cavité vienne les séparer. Donc à nouveau, de la même manière qu'en augmentant le nombre de billes, c'est-à-dire en augmentant la masse volumique, on augmente la chance de former des blocs de billes parce que les chocs sont de plus en plus nombreux, eh bien si l'on abaisse la température, si on abaisse l'agitation, on augmente aussi les chances de former des blocs, cette fois-ci, non pas parce qu'il y a plus de chocs, mais parce que les chocs eux-mêmes vont créer des ensembles qui vont vivre plus longtemps parce qu'ils ont moins de chances d'être détruits par l'agitation moléculaire. Alors, examinons ce qui va se passer ici. Je vais conserver exactement le même système et je vais progressivement diminuer l'intensité de l'excitation vibratoire en tournant cette molette. Donc, je vais diminuer l'énergie moyenne d'agitation, ce qui, dans un système thermodynamique, correspondrait à abaisser progressivement la température. Et avec cette vingtaine de billes, on va observer le comportement global du système lorsque la température décroît. Eh bien, vous aurez observé quelque chose de tout à fait intéressant ici. En partant au départ d'un système sans structure globale, donc typiquement au comportement gazeux, et en abaissant la température, on a vu progressivement une zone de surdensité se former, et au niveau d'agitation le plus bas que nous avons choisi de manière arbitraire, cette structure a fini par devenir permanente, constituée d'une dizaine de billes, en équilibre avec le reste de la cavité, dans laquelle un certain nombre de billes continuaient à se déplacer à grande vitesse. Qu'est-ce qu'on a observé ici? Eh bien, on a observé littéralement une transition de phase. Comme vous l'aurez compris, la zone de surdensité de billes qui s'agitent, mais qui restent tout de même dans un proche voisinage l'une de l'autre, eh bien, cette zone-là, c'est une goutte liquide, et les billes autour qui continuent à se déplacer à grande vitesse et à impacter les parois constituent une phase qui, elle, est toujours gazeuse. Eh bien, c'est la phase vapeur qui est associée à la goutte liquide qui vient de se former. On a une goutte liquide en équilibre avec sa vapeur. C'est une transition de phase. Et ce qui est assez fascinant à observer, c'est que pour manifester cette transition de phase, on n'a pas eu besoin d'ingrédients très compliqués. On n'a pas eu besoin de mettre des billes avec des propriétés très très spéciales. Il a suffi finalement de construire un système dans lequel on avait une compétition entre deux effets. Un effet de dispersion qui est lié à l'agitation, et un effet, au contraire, d'accumulation qui est lié à l'inélasticité des chocs. Et en changeant les paramètres moyens, que sont la masse volumique ici, par exemple, ou la température ici, on modifie l'équilibre entre ces deux effets. On arrive, comme ceci, à explorer différents scénarios et différentes structures globales de notre système. Alors, on a examiné ici ce qu'il se passait lorsque on partait d'une phase déstructurée, donc gazeuse, et que l'on abaissait l'agitation, donc la température, et qu'on observait une condensation en une goutte liquide, en équilibre avec sa vapeur. Eh bien maintenant, il est intéressant d'effectuer le chemin inverse. Que se passe-t-il lorsque je réaugmente la température après avoir formé cette goutte? Ce que vous avez observé ici, c'est que, une fois la goutte formée, si je réaugmente la température, eh bien petit à petit, l'agitation globale de la cavité et les impacts
de billes très rapides finissent par déstructurer totalement cette goutte et le système redevient gazeux, comme il l'était au début. À nouveau, on observe ici quelque chose qui est fondamental dans l'approche thermodynamique et dans le comportement statistique de ces systèmes divisés à grand nombre de constituants. Et cette chose fondamentale, c'est l'absence de mémoire. À partir du moment où j'ai un système que je peux décrire par des propriétés macroscopiques globales, comme ici la température, la pression, la masse volumique, et que je le place dans telle ou telle configuration, eh bien, il va adopter telle ou telle forme, telle ou telle structure, indépendamment du chemin qu'il aura amené là. Lorsque j'ai diminué la température, j'ai formé une goutte. Lorsque j'ai réaugmenté la température, cette goutte a disparu, s'est vaporisée littéralement, et le système est redevenu gazeux, exactement comme il était au point de départ, comme si rien ne s'était passé entre-temps. Alors cette absence d'effet de mémoire, c'est quelque chose de très important, parce qu'on voit que au niveau d'une population de molécules, ça va être le brassage statistique de l'agitation qui va produire cet oubli de ce qui s'est passé auparavant, et donc globalement, la population de molécules va simplement adopter un équilibre qui dépend des propriétés moyennes auxquelles les molécules sont soumises, mais ça va être une propriété nécessaire pour tout système que l'on espérerait décrire en termes thermodynamiques. Alors ici, on a observé notre première transition de phase vapeur-liquide sur une population de 20 billes, en faisant décroître l'agitation thermique. Eh bien, il va de soi que si l'on augmente le nombre de billes, on va augmenter la fréquence des chocs, et si la fréquence des chocs, eh bien l'effet qui provoque l'accumulation des billes en gouttes liquides, eh bien, en rajoutant davantage de billes, on devrait pouvoir observer le même phénomène de transition de phase, mais à des températures plus hautes. En d'autres termes, plus la fréquence des chocs va être grande dans ma cavité, plus il sera facile de former des gouttes, même à forte agitation. On voit ici quelque chose qui est assez naturel, c'est-à-dire que augmenter la masse volumique du système favorise l'apparition de la phase dense, donc de la phase liquide. Alors examinons tout de suite cet effet en introduisant 50 billes dans notre cavité. J'ai donc ici une cavité remplie de 50 billes, 49 billes bleues, une bille blanche, et je maintiens l'agitation, donc la température, à son niveau maximal. Eh bien, on observe là que même à agitation maximale, en tout cas compte tenu des capacités de cette alimentation et de ce moteur, on forme déjà une goutte avec 50 billes dans la cavité. La goutte contient à nouveau une dizaine de billes. On voit qu'elle est en équilibre avec une phase gazeuse plus dense autour d'elle, forcément. Il y a en moyenne plus de billes dans ma cavité, plus de molécules dans le volume de mon système, mais on a encore une distinction très nette entre les deux phases. Et peut-être l'aurez-vous remarqué, mais à nouveau, en suivant une bille des yeux, en suivant la bille blanche des yeux, vous aurez pu observer quelque chose d'intéressant qui est le fait que la goutte n'est pas constituée en permanence des mêmes billes. Certaines billes vont quitter la goutte par évaporation, l'agitation thermique va faire en sorte qu'aléatoirement elles vont adopter une vitesse suffisante pour s'éloigner, mais au même moment, d'autres vont venir impacter les billes de la goutte et s'y arrêter, s'agglutiner, et donc en permanence on a un transfert de billes entre la goutte, la phase liquide, et les billes extérieures, la phase vapeur, mais ce transfert est dans une situation d'équilibre car en moyenne la goutte conserve la même taille. C'est exactement ce qu'il se passe dans un système diphasique thermodynamique. Si vous avez une goutte en équilibre avec la vapeur d'eau dans une cavité, eh bien ce ne sont pas nécessairement toujours les mêmes molécules qui constituent la goutte. La goutte et la vapeur sont le résultat d'un équilibre global, mais dans lequel il y a en permanence échange entre les deux phases. L'étape suivante, la plus naturelle évidemment ici, ça va être d'observer ce qui se passe avec ces 50 billes lorsque l'on diminue la température à nouveau jusqu'au point où nous l'avions diminué dans le cas précédent des 20 billes. On peut s'en douter, normalement, la goutte devrait grossir et la phase vapeur autour devrait devenir de moins en moins dense. On va donc favoriser la condensation en une goutte en abaissant l'agitation thermique.
nous venons d'observer grâce à ce système la transition de phase liquide-vapeur, eh bien, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Nous allons continuer à augmenter la masse volumique du système et observer si d'autres transitions ne se cachent pas à des masses volumiques encore plus importantes. Et je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine transition de phase.